Dans 6 mois déjà débutera cet événement que l'on attend tous, la 21e Coupe du Monde en Russie. Au fait chérie, je t'ai déjà dit qu'on n'allait pas se voir pendant 1 mois cet été ? La Coupe du Monde de foot, c'est tous les 4 ans. C'est donc la compétition la plus importante et la plus attendue. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire 2-3 vidéos afin de bien vous y préparer. Ah, ça va être bon. C'est sous la forme d'une chronologie que j'ai décidé de vous faire la première, consacrée à la plus folle de toutes, Espagne 1982. Le contexte, c'est celui d'une Espagne post-franquiste qui, 1 an seulement après la tentative de putsch contre le Parlement, est en train de finir sa transition d'une dictature qui aura duré 36 ans vers la démocratie. La Coupe du Monde est donc très importante pour elle, car elle va contribuer à redorer son blason. 13 juin 1982, ouverture de la Coupe du Monde pour la première fois à 24 nations. Jusque-là, il n'y avait qu'un seul pays africain qui pouvait participer, désormais 2. Le Camp Nou n'est même pas plein et pourtant c'est le premier événement télévisuel à être retransmis devant plus d'1 milliard de personnes sur les 5 continents en même temps. Ce soir-là, l'Argentine perd 1-0 contre la Belgique. 14 juin 1982, fin de la guerre des Malouines. Il s'agit d'une des guerres les plus courtes de l'histoire. C'est un conflit sur la suprématie des îles du même nom, opposant l'Angleterre à l'Argentine. Or, l'Argentine va perdre ce conflit, ce qui va entraîner la chute du régime totalitaire argentin et va renforcer le pouvoir du régime anglais de Margaret Thatcher. Le rapport avec la Coupe du Monde, vous allez comprendre. 15 juin 1982, Hongrie-Salvador, 10-1. Ah ouais, 10-1. C'est-à-dire que, vous voyez le 7-1 là, fête foraine à côté, fête foraine. Ce match-là, lui tout seul, il détient une petite dizaine de records de la Coupe du Monde, comme par exemple la plus grosse différence de but ou le triplé le plus rapide par Laszlo Kiss. Je vous les fais pas tous parce qu'il y en a une chier, et donc je vous laisse aller vérifier vous-même sur la page Wikipédia. 16 juin 1982, 3e jour de compétition. On dit toujours que le premier match en Coupe du Monde est le primordial, c'est le plus important, celui qu'il ne faut surtout pas rater. Pourtant, ce jour-là, la France et l'Allemagne, perdent chacun leur premier match contre l'Angleterre et contre l'Algérie, et pourtant, elles arriveront en demi-finale et en finale. Au passage, l'Algérie devient le premier pays africain à battre un pays européen dans l'histoire de la Coupe du Monde. Chapeau. 21 juin 1982, France-Koweït. La France gagnera ce match par 4-1, mais un événement marquera la rencontre. En effet, lorsque Giresse marquera le 4e but pour la France, le président de la fédération du Koweït, qui est aussi frère de l'émir du pays, descendra sur la pelouse, interrompra le match et mettra la pression sur l'arbitre. Celui-ci annulera le but et mettra fin à sa carrière d'arbitre. La fédération du Koweït se verra payer une énorme amende de 25 000 francs suisses, mais rien ce soir-là ne pouvait empêcher la France de marquer ce 4e but. 25 juin 82, le match de la honte. Dernier match de ce groupe 2 opposant la RFA à l'Autriche, et si les méchants, l'Allemagne, gagnent par 1 ou 2 buts à 0, ce sont ces 2 équipes qui seront qualifiées. Bien évidemment, une fois que les méchants, les Allemands, auront marqué ce premier but, les 2 équipes vont totalement arrêter de jouer, le match en restera là et ce sera l'Algérie qui sera éliminée. Pourtant, elle méritait largement de passer. Pas très joli, n'est-ce pas? Et ce match à lui tout seul leur a fait changer le règlement de la FIFA. Désormais, pour toutes les prochaines Coupes du Monde, les derniers matchs de poule se dérouleront tous en même temps. 23 juin 1982, l'Italie obtient son 3e match nul en 3 matchs. Elle est donc qualifiée pour le 2e tour, aux dépens du Cameroun qui n'a marqué pourtant qu'un tout petit but de moins. L'Italie, pourtant, ira jusqu'en finale. 29 juin 82, Angleterre, RFA. Guerre des Malouines oblige, le commentateur de la radio argentine qui commente le match a pour interdiction d'utiliser les mots anglais, britannique ou Angleterre. Ainsi, les Anglais seront appelés pendant ce match l'équipe qui joue en rouge, ou les adversaires des méchants, de l'Allemagne, ou les pirates. Vous le voyez mieux là le rapport avec la guerre des Malouines? Le résultat de ce match est un match nul. L'Angleterre est donc éliminée et pourtant elle n'a perdu aucun de ses matchs. Il faut savoir qu'à l'époque, le système était qu'il y avait d'abord une première phase de poule à 4 équipes, puis une deuxième phase de poule à 3 équipes dont seul le premier était qualifié pour les demi-finales. C'était un système très bancal, ceux qui ont suivi la dernière Coupe d'Europe de handball savent de quoi je parle. En plus, on avait l'impression qu'il y avait 2 compétitions dans la compétition. Ce format-là a donc été par la suite abandonné. 4 juillet 82, Pologne-URSS. Oui, on parle bien d'un match très important pour aller en demi-finale, opposant l'URSS à la Pologne communiste en pleine période de Solidarnosc. Pour rappel, Solidarnosc, c'était une fédération de syndicats indépendants, qui n'étaient pas très légaux à l'époque, dirigée par Lech Walesa, qui était une force très importante d'opposition au régime communiste en place. Il était très populaire et jugé très dangereux par l'URSS.
Vous pouvez facilement imaginer l'état de tension qui régnait dans le pays à cette époque-là, et cela s'est ressenti sur le terrain puisque ce match très physique a fini par un 0-0 qui qualifiera la Pologne. 8 juillet 82, le match le plus célèbre de la compétition, celui qui aura marqué la mémoire de millions de Français, le fameux France-RFA de Séville. Comment vous le faire comprendre? Disons que ce match, à lui tout seul, il a tendu les relations diplomatiques entre la France et l'Allemagne comme jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, rien que ça. Ce match opposait une équipe de méchants d'Allemands solides et bien en place défensivement et tactiquement, à la plus belle équipe du tournoi avec le Brésil, la France. La France était emmenée par Michel Hidalgo et tournée vers l'offensive avec son carré magique, Platini, Tigana, Giresse, Gingini et son attaquant Rocheteau. C'est le genre de rencontre qui m'a traumatisé alors que j'étais même pas né quand elle s'est passée. Je vais donc faire court. Agression du gardien Harald Schumacher sur Patrick Battiston. Celui-ci file directement à l'hôpital avec 3 dents en moins et un traumatisme crânien. Le méchant s'en bat les steaks, il n'est même pas averti. La France tape la barre à 1 minute de la fin du temps réglementaire. La France mène de 3-1 pendant la prolongation, mais les méchants reviennent grâce à l'arbitrage et les méchants éliminent la France au tir au but, ce qui est une première pour l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà. Ça c'est fait, passons vite à la finale. 11 juillet 1982, finale de la Coupe du Monde, Italie-RFA, qui voit la finale, suspense, de l'Italie. Yes! Excusez-moi, j'étais encore sur la demi-finale, là, ça m'a énervé, là! Ayant réussi à éliminer en demi-finale celle qui est considérée comme une des plus belles équipes du Brésil, composée notamment des Falcao, Eder, Zico ou encore Socrates, l'Italie est arrivée en finale grâce à sa grande solidarité. Sa défense avait réussi notamment à museler Maradona, rien que ça, mais également grâce au meilleur buteur de la compétition, Paolo Rossi, et à son gardien capitaine, Dino Zoff, qui deviendra à 40 ans le plus vieux joueur à remporter une Coupe du Monde. Je crois que je n'ai plus rien à rajouter pour prouver que cette compétition a été largement la plus folle de toutes les Coupes du Monde. Entre le contexte politique espagnol, les tensions en Union soviétique, la rivalité Angleterre-Argentine, la dramaturgie du match France-RFA, les errements du règlement et de l'arbitrage, tout y est pour la rendre totalement mémorable. Et c'est justement de mémoire dont je voulais parler dans cet épisode, à une époque où la nostalgie des années 80 est clairement à la mode, où l'on a tendance à idéaliser cette période qui représente pour les amoureux du foot comme moi, l'âge d'or du ballon rond. Eh bien ça me fait penser que notre mémoire finalement est très sélective, puisqu'objectivement, en termes de jeu, ces années 80 n'ont rien à envier aux années 2010 qui ont vu briller l'Espagne, ou à ces années qui ont vu gagner l'Ajax et son football total. Ce qui fausse notre jugement, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer avec notre époque, qui nous paraît moins fun, aseptisée, et dénuée de terribles enjeux qui dépassaient le simple cadre du football comme il pouvait y avoir dans les années 80. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que seul le résultat compte, et que seule la victoire reste gravée dans les mémoires. Et bien paradoxalement, moi je pense que cette Coupe du Monde est la preuve que parfois, le parcours d'un vainqueur peut laisser moins de traces que le but d'un Socrates face à l'URSS, que la sortie d'un gardien dans les dents d'un adversaire, ou que le jeu créatif et offensif d'une équipe de malheureux perdants. Et ça, c'est la plus belle et la plus grande des folies de la Coupe du Monde 1982. Chances for the experiment to succeed are minimal because of the immature development of the fetus. Like it or not, you're getting one hell of a chance at life.